Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et ensemble, on va parler du 1er juin qui a été complètement fou du côté de la NFL avec des transactions. Bien sûr, on va parler de l'échange qui a envoyé Myles Garrett aux Rams de Los Angeles. Puis il y a eu plusieurs autres transactions. Comme vous le savez, on va bien sûr parler du début de la saison des Alouettes. Ça va commencer jeudi soir à Hamilton contre les Tiger Cats. Alors, encore une fois, ce ne sont pas les sujets qui nous manquent. Guillaume, par la musique. Marc-André, c'est comme ça on avait besoin d'une injection là, de NFL. Tu sais, il y avait eu le repêchage à la fin du mois d'avril. Depuis, pas grand-chose. Mais là, le 1er juin, ça a été comme la journée de Noël. Là. C'est arrivé de nulle part. On savait, bon, ça faisait des mois qu'il y avait les rumeurs de transactions concernant AJ Brown et les Patriots. Mais la bombe qui est sortie, Myles Garrett échangé des Browns aux Rams. Moi, je veux juste amener un peu les gens dans les coulisses de notre podcast, Didier. Lundi matin, là, tu nous envoies des actualités NFL, nous envoies 3-4 nouvelles de qu'est-ce on pourrait parler dans le podcast. Tu me dis, Il n'y avait pas en beaucoup de viande espérant qu'il y ait autour de d'autres l'os. choses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Ouais. viande. Écoute, il y a quelqu'un, quelque chose, il y a eu un appel divin, là. Il y a quelqu'un quelque part qui t'a écouté parce Les que, dieux du ah ben football ouais, vous ont écouté. on pensait même commencer par mettre la table pour le premier match des Alouettes, mais je pense qu'il faut commencer par Myles Garrett et la NFL. Didier, Myles Garrett échangé aux Rams contre Jared Verse, contre un choix de première ronde en 2027 et des choix également de deuxième ronde en 2028 et de troisième ronde en 2029. Ben, premièrement, Didier, du côté des Rams, là, on y va le tout pour le tout, on est all-in cette année. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Là, on a vraiment pris tous les jetons puis on les a mis au milieu de la table. Du côté de l'organisation des Rams. Marc-André, oublie pas, hein? Le Super Bowl va avoir lieu le 14 février au SoFi Stadium, dans le domicile des Rams à LA. Alors, c'est ça. Écoute, on a un carrière qui est âgé de 37 ans, qui vient de remporter le titre de joueur par excellence de la NFL. Puis là, on vient d'ajouter le joueur par excellence en défense de la NFL la saison dernière en Myles Garrett. Écoute, là, on est, comme on dit en beau québécois, on est loadé là, du côté des Rams à la suite de cette transaction-là. Là. Comme tu l'as dit, on est all-in. Il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, là, fait que là, en plus là, de Garrett et de Matthew Stafford, tu mets sur Puka qui a mené la NFL au chapitre des verges par réception la saison dernière. Tu mets également sur Devante Adams, qui lui a terminé au premier rang de la NFL pour les toucher par voie de réception. Ça, on a parmi les meilleurs joueurs de la ligue là, à certaines positions du côté de Los Angeles. Écoute, les Rams sont les favoris, là, à moins que Matthew Stafford se blesse, ou peut-être Myles Garrett. Mais mis à part ça, les Rams vont être favoris afin de remporter le Super Bowl. Ça va être l'équipe à surveiller à toutes les semaines. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait un peu penser aux Patriots de 2007. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'ils avaient fait Mhm. l'acquisition de Randy Moss durant la saison morte. Là, c'est un peu différent. Là, Moss, il arrivait des Raiders, puis on disait, il est en perte de vitesse. Là, le premier match est arrivé. Si je me souviens bien, c'était contre les Jets de New York. Deux longs touchés de Randy Moss, si ma mémoire ne fait pas défaut, sur des passes de Tom Brady. Là, je me souviens, je regardais le match, je me disais, oh oh, le reste de la NFL est dans le trouble parce que Randy Moss est encore un joueur dominant. Puis là, on sait que la suite, là, les Patriots qui ont une saison régulière parfaite ont perdu le Super Bowl contre les Giants de New York. Mais ça pour dire, à toutes les semaines, il fallait regarder les Patriots pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. J'ai l'impression que cette édition des Rams, elle va être comme ça. Ça va être must TV, comme on dit, les Rams de 2026. C'est comme si les Snead t'a dit, on avait des problèmes dans la tertiaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est sûr, c'était évident, c'était un problème qu'on avait Ouais. identifié. On va aller chercher une Trent McDuffie, l'un des meilleurs demi de coin de la ligue. On va aller chercher Jalen Watson, qui est un excellent demi de coin aussi. On va régler le problème. Mais on s'est dit par la suite, du côté de Snead, on s'est dit, on dirait que lorsqu'on a affronté les Seahawks l'année dernière, ben, on a été incapable de les stopper en troisième essai avec notre front défensif. On en rajoute, on va chercher Myles Garrett parce qu'on va se le dire, là, statistiquement parlant, l'année dernière, le front défensif des Rams n'était pas, en termes de pression sur les quarts adverses, n'était pas parmi les meilleurs de la NFL.
Mais avec Myles Garrett, vraiment, c'est comme si on s'est dit, on prendra pas de chance. C'était soit la tertiaire, soit le front défensif. On va tout mettre ça dans le même thing pop. Écoute, Didier, comme tu l'as dit, ils sont loadés, là, les Rams. C'est hallucinant, mais ça vient avec une tonne de pression. J'ai hâte de voir comment on va gérer la pression, là. Ouais, mais tu as des vétérans au sein de cette équipe-là, tu sais. Donc, je crois qu'ils vont être capables de gérer la pression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis pour Myles Garrett, lui, écoute, c'est une opportunité de participer aux éliminatoires, là. Tu sais, ça fait un bout de temps, là, tu sais, qu'il n'a pas participé. Euh, non, écoute, j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que je pense vraiment la défense des Rams, c'est possiblement là, maintenant l'unité la plus améliorée de toute la NFL. Tu sais, quand tu regardes ça, Prends tu sais, la, comme tu l'as dit, tu sais, la prends- tertiaire était une faiblesse la saison dernière. Vas-y, ouais. prends la défense des Rams ou des Texans en ce moment? Hmm. Ouais, bonne question, hein? Je vais continuer d'y aller avec Houston pour l'instant. Parce que la défense des Texans, elle nous a prouvé qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Mais sur papier, la défense des Rams, ouf! Hey, et en plus, t'as vu les rumeurs qui circulent, hein? Là, Aaron Donald, il serait peut-être Oui. intéressé à effectuer un retour au jeu. T'as vu ça? Il y a 35 ans, il s'est maintenu en Ça a forme. l'air qu'il est en bonne Puis forme, là, ouais. ouais, ouais. Puis là, on serait pas obligé de lui demander de jouer tu sais, autant de jeux, de jouer 60 jeux par match, là, tu sais, une vingtaine de jeux en situation de troisième et long. Imagine-toi, là, avec Myles Garrett à côté de lui. Il ne faut pas oublier qu'il y a Byron Young, là, à l'autre position d'ailier défensif aussi, là, qui est tout un joueur. Tu sais, Fisk, Braden Fisk aussi, excellent bloqueur. Écoute, on va chasser Kobe de carrière là, à Turner. Los Angeles au SoFi Stadium. Oui, Kobe Turner également. Puis Oh, oh. Marc-André, sur la surface synthétique en plus. Tu sais, Myles Garrett, là, il est tellement rapide, explosif avec son cabaret sur la surface synthétique du SoFi. Écoute, il va être encore plus rapide. Puis là, finalement, il va jouer pour une équipe qui, en théorie, devrait avoir l'avance. Donc là, c'est combien de sacs qu'il va récolter? 30 sacs? Tu imagines-toi, les Browns étaient pourris l'année dernière, puis il a établi le record pour le plus grand nombre de sacs en une saison. Là, en théorie, il devrait avoir l'avance. Regarde, on va peut-être assister à une saison historique de la part des Rams. Là, j'ai l'impression que je m'emporte trop, mais elle a ce potentiel-là, cette formation-là, si tout le monde peut rester en santé, bien sûr. Ça démontre encore une fois tous les talents là, de DG de Les Snead parce que on Ouais. fait bien des farces là, sur les médias sociaux depuis quelques jours là, que les Rams n'ont pas de choix de première ronde ou presque. Là, ils ont repêché Ty Simpson lors du dernier repêchage et le dernier choix de premier tour, ben, c'était Jared Verse, puis on l'a échangé. On vient de l'échanger, mais écoute, tu viens d'en parler. Kobe Turner, Brendan Fisk, Baron Young, c'est des choix de deux, troisième ronde. Là. Je veux dire, même, on peut ajouter Puka Nakua. C'est un choix de quoi? Quatrième, cinquième ronde, Puka? Je veux dire, c'est pour ça que Ouais, Lesney, que cinquième. les Rams sont bons. On n'a pas besoin de repêcher. On est bon pour trouver la perle rare, pas en première ronde. Ça ne nous dérange pas de ne pas avoir de choix de première ronde parce qu'on frappe des coups de circuit à chaque fois en deuxième, troisième ronde. Notre ligne défensive, on l'a bâti en deuxième, troisième ronde. C'est quand même, ça aussi, c'est impressionnant, là. Oui, oui, ah, définitivement. Écoute, je lisais aujourd'hui, j'ai vu ça passer sur X. J'aurais dû le prendre en note, j'étais à l'entraînement des Alouettes en même temps, là. Les Rams sont parmi le top 5 des équipes de la NFL lors des 3-4 dernières années au total de sélections qu'on a fait lors du repêchage, au niveau de joueurs qu'on a repêchés. Donc, c'est ça, on a l'impression que les Rams ne sont pas intéressés par les choix au repêchage, mais on se départit de nos choix de première ronde. Mais lorsqu'on le fait, généralement, c'est pour amener des joueurs qui sont déjà prouvés, comme on vient de le faire avec l'arrivée de Myles Garrett à Los Angeles. Donc, Lesney, il sait qu'est-ce qu'il fait. Tu fais bien de le souligner. Écoute, c'est un des meilleurs DG de la NFL avec ton gars Harry Roseman, mais il vient de nous démontrer pourquoi. Puis en plus de ça, apparemment, je lisais, les Rams, c'est depuis 2022 qu'ils appellent les Browns, tu sais, au sujet Ah de ouais? Myles Garrett. Donc, ça fait longtemps qu'on avait de l'intérêt pour Myles Garrett. Il semble du côté des Rams. Il arrive à 30 ans, en fait, il a 30 ans, Myles Garrett. Mhm. Didier, à court terme, on s'entend qu'il est à Los Angeles pour au moins 2 ans. Ça risque d'être ça. Moi, je pense qu'on a vraiment établi une fenêtre là, du côté des Rams de 2 ans avec Matthew Stafford. Ça tombe bien. Tout tombe sous le Ouais, sens avec Stafford et Garrett. Je pense que on a ouais, cette c'est vrai, petite hein? fenêtre-là. Là. Oui, Oui, non, non, je suis bien d'accord avec toi. Là. Tu sais, comme on l'a dit d'entrée de jeu, on met tous les jetons au milieu de la table.
du côté des Rams, parce que moi, j'ai hâte de voir. Est-ce que Aaron Donald va effectuer un retour au jeu? Imagine-toi, deux des meilleurs joueurs de ligne défensive des quoi, des 25, 30 Et, dernières années de l'histoire de la NFL. Wow! Moi, je suis dans ces joueurs de ligne et, défensive, donc tu le sais, là, ça vient me chercher, là. et si on regarde les divisions, ben Joe Burrow va être très content de voir Myles Garrett quitter la division Nord de l'Association américaine. Aaron Rodgers aussi, peut-être Ah, tout le monde, mais non, il y a un party qui ben, se tout le monde. fait. Je suis certain là, que tous les carrières là, de la section nord de l'américaine font un FaceTime. On fait un FaceTime aujourd'hui. Je veux dire, hier, on a enregistré le podcast tard mardi soir, mais lorsqu'ils ont appris la nouvelle du départ de Garrett pour Los Angeles, c'est certain, là, ils Un ont dû 5 à faire 7. le party. Ben ouais, 5 à Mais 7, peut-être bien arrosé. Ouais, ben vas-y, ouais. si on regarde l'ouest de la nationale maintenant, les Seahawks, champions en titre du Super Bowl, les Rams, les Niners, faudrait pas les oublier. Ça va être bon, cette Oui. division-là, hein? Ben oui, les Cards. T'as pas parlé des Cards. Non, Les Cardinals qui sont non. pris avec ces trois équipes-là. Non, écoute, ça va être possiblement la meilleure division de la NFL. Mais écoute, il faut parler également de qu'est-ce que cette transaction-là veut dire du côté des Browns de Cleveland, parce que, tu sais, on est allé chercher, oui, on s'est de partir du meilleur chasseur de cartes de toute la NFL, mais là, on vient d'acquérir Jared Verse, qui est un très bon joueur de football. Euh, Âgé seulement de 25 ans, Jared Verse. Bon, lui, c'est un peu le perdant de la transaction, là, juste à la blague, puisqu'il parle des Rams aspirant au Super Bowl, aux Browns, le changement de température de Los Angeles à Cleveland. Mais toutefois, il est natif de l'État de l'Ohio. Hein. Jared Verse, il est natif de Dayton, en Ohio. Mais quand même, ça a dû être difficile quand il a reçu l'appel, je peux juste m'imaginer. Mais écoute, Jared Verse, seulement 12 sacs en carrière. Toutefois, j'ai ça ici, Marc-André. La saison dernière, en fait, depuis la saison 2024, en termes de pression appliquée sur les carrières adverses, Myles Garrett en a 109, Jared Verse en a 99. Donc, il est au deuxième rang après Myles Garrett en termes de pression depuis 2024. Si tu parles à n'importe quel coordinateur défensif, il va te dire, écoute, les pressions, c'est ce qu'on veut, même plus que les sacs du corps, parce qu'avec les pressions, tu nuis au rythme du carrière, au timing du jeu. Tu forces le carrière à se débarrasser rapidement du ballon. Souvent, ça peut devenir des passes incomplètes ou même des revirements, des interceptions. Alors, en Jared Verse, ben, on t'a cherché tout un joueur de football là, également. Ça, sans compter en plus le choix de première ronde en 2028. 2027, au prochain repêchage, je pense. Oui, oui. Oui, ok, oui, excuse-moi, je me mélange avec dans la transaction d'A.J. Brown. Là, aussi. Ben Dans oui, la ben oui, ben oui. transaction d'A.J. Brown, Mais que c'est un choix de première ronde de 2028. Ouais. Mais moi, je trouve que cette transaction-là, Didier, c'est une transaction gagnant-gagnant. J'ai trouvé que le retour des Browns était quand même intéressant. Si ça avait juste été Ouais. des choix au repêchage, tu te dis, OK, c'est des billets de loterie, on s'entend que ce soit en première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Mais là, avec Jared Verse, veut pas, recrue par excellence en défense en 2024, je veux dire, je trouve le retour intéressant. Du côté des Browns, là, on sait qu'on ne gagnera pas lors des 2 prochaines saisons. Pourquoi? Tu sais, je vois pas, on ne voyait pas l'intérêt du côté des Browns de garder Myles Garrett pour 2 autres années lorsqu'on sait qu'on est dans un processus de reconstruction avec Jared Verse qui n'est pas Myles Garrett, certes, mais c'est quand même un excellent joueur pour ton front défensif. On a quand même eu de bons repêchages. On en a parlé, toi et moi, au podcast dernièrement. Cette année, on pense que Conception et Boston, ça pourrait être bon. On a repêché Spencer Fano. On a amélioré notre ligne offensive. L'année dernière, Quinshon Judkins. On peut même parler Mhm. du secondaire là, Schwarzinger, qui est quand même excellent. On a McNeil Warren ici, qu'on a repêché en deuxième ronde. Je veux pas, on commence à avoir Oui. un potentiel du côté des Browns. Puis avec ce choix de première ronde-là, oui, ça sera un choix à la fin de la première ronde, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir, ça va nous aider à monnayer ce choix-là pour possiblement avancer dans un repêchage où les carrières ont dit que ce sera une bonne cuvée. Le repêchage de 2027, là, il va y avoir des joueurs beaucoup plus talentueux que le repêchage qu'on vient de voir là, à la fin du mois d'avril dernier, là, 2026. Oui, il y a la position de carrière, mais le repêchage en général, là, toutes les positions devraient être beaucoup plus fortes en 2027. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui ne veulent pas se départir de leur choix de première ronde de 2027.
Mais je veux juste en revenir à Jared Verse. Puis tu as raison dans tout ce que tu as dit. Il faut donner crédit à Andrew Barry. Tu sais, moi, Andrew Barry, au début, lorsqu'il est arrivé à Cleveland, je me posais de sérieuses questions. Mais là, depuis 2 ans, tu sais, comme tu viens si bien là, de l'illustrer, écoute, il ne s'est pas vraiment trompé au niveau du repêchage. Mis à part le repêchage de l'année dernière, la sélection de Dylan Gabriel en troisième ronde, ça aurait pu être un joueur partant. Il faudrait plus repêcher un joueur de ligne à attaque. On a vu à quel point la ligne à attaque était mauvaise. Personnellement, moi, je ne croyais pas en Dylan Gabriel dès le début. On l'a vu jouer l'automne dernier. Puis c'est ça, il est très limité. Il n'a pas de bras, il est très petit et tout. On va voir qui sera le carrière partant des Browns. Là, le favori, c'est Deshaun Watson. Du moins, ils sont liés entre les lignes des propos de Todd Monken, l'entraîneur-chef. Mais Shedeur Sanders est toujours là. Puis Shedeur est un joueur de talent. Là. Il ne faut pas l'oublier. Mais on est en position justement d'aller repêcher un carrière en première ronde, comme tu l'as dit dans la QV de 2027. Mais la seule chose sont les Browns. Historiquement, ils ne sont jamais capables de sélectionner un bon carrière lorsqu'ils en repêchent en première ronde. C'est soit Brandon Whedon, Johnny Manziel, bien sûr. Donc, on va devoir voir là. Mais pour Andrew Baker Berry, Mayfield, tu mais l'as dit là, ouais, ouais, c'est vrai, ils l'ont pas Baker gardé. Mayfield, ouais, mais on ne l'a pas gardé. Ben oui, malgré le fait que Baker les avait mené à une participation en éliminatoire, c'est vrai, tout premier choix du repêchage de Baker Mayfield à l'époque. Mais je veux juste dire ça à propos de Jared Verse, j'avais ça dans mes notes. Marc-André, tu l'as dit, il a été un choix de première ronde en 2024. OK? Donc, ça va juste être sa troisième saison dans la NFL. Puis j'ai parlé de son total de sacs, seulement 12 sacs, seulement entre guillemets, là, 12 sacs pour lui, mais énormément de pression. Il va juste s'améliorer, Jared Verse. Il va juste s'améliorer. Techniquement, je crois qu'il n'est pas admissible à une prolongation de contrat pour au moins 2 ans encore. Alors, comme tu l'as dit, là, oui, on s'est départi du meilleur joueur en défense de toute la NFL, mais il a 30 ans. Et puis, tu sais, on en avait parlé l'année dernière. Tu te souviens-toi, lorsque Myles Garrett avait demandé à être échangé, puis après ça, une semaine plus tard, il a changé d'idée. Et lorsqu'il a signé sa prolongation de contrat avec les Browns, tu sais, c'est comme si Myles Garrett, il faisait une faveur aux Browns. On en avait parlé à l'époque. Tu sais, en voulant être échangé, parce que les Browns n'allaient pas nulle part. Puis, on se dit, mais pourquoi ils ne veulent pas l'échanger pour aller chercher des choix au repêchage? 1 an plus tard, on s'est réveillé. On a finalement vu la lumière du côté d'Andrew Barry. C'était la chose à faire absolument. Alors, ben écoute, je suis obligé de lever mon chapeau pour une fois à l'organisation des Browns de Cleveland, mais je suis sûr qu'ils Mais vont trouver là, une façon d'avoir une mauvaise saison quand même. c'était peut-être tu sais, c'était peut-être ça la stratégie aussi de le signer pour 1 an, tu sais, puis dire: «Écoute, on va» parce que, tu sais, échanger un joueur avec un contrat, c'est souvent plus facile. L'équipe qui appelle pour transiger, c'est quoi un peu les barèmes monétaires du joueur en Ouais. question. Tu sais, du côté des Mais Browns, pour Miles on a eu une Garrett, fin heureuse av oh, non, mais on a eu une fin ouais. heureuse avec Myles Garrett, le record l'année dernière. Puis lorsque ta Mhm. fenêtre est fermée, je veux dire, les Browns gagneront pas, ne seront pas prêts à gagner dans 2 ans, là. Je veux dire, Myles Garrett, rendu à Oh oui, non, 32 ans, non, je il sais. serait Oh, soit parti pour rien, ou en tout cas, bref. Ouais. ouais. Non, ben essentiellement, on dit la même chose. Dans le fond, on dit la même Mhm. chose. Mais c'est ça, ils se sont réveillés, ils l'ont échangé, puis au moins, ils ne le perdent pas pour rien en retour. Tu sais, c'est surtout ça, parce que, comme tu as dit, on ne s'en va pas nulle part. Mais en tout cas, il y a de l'espoir, là. L'espoir renaît à Cleveland. Mais tout va dépendre de la position de carrière et la ligne à attaque. On a essayé Exact. d'améliorer la ligne à attaque, mais tout va dépendre de la position de carrière. Bon, le moment que tu attendais. Parce que tu es un partisan des Eagles de Philadelphie. Derrière toi, il y a la photo de Saquon Barkley, ce jeu spectaculaire qu'il avait fait il y a 2 ans lorsqu'il avait sauté oui, par-dessus le demi-défensif des Jaguars de Jacksonville. Ça fait longtemps que tu attendais ça. Tu m'as texté le 1er juin, le matin. Tu m'as texté A.J. Brown Day. C'était ça, là. Tu l'avais encerclé sur son calendrier. Ça faisait des mois qu'il y avait les rumeurs de transactions. Mais finalement, A.J. Brown s'est fait. Il va porter les couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a été échangé. Alors, en tant que partisan des Eagles de Philadelphie, Marc-André Chaloux, c'est quoi ta réaction à la suite de cette transaction-là, finalement? Mais écoute, j'ai trouvé le retour pour commencer. Tu sais, on savait que AJ Brown allait être échangé. J'ai trouvé le retour, dans le sens, un choix de premier tour en 2028. Je me serais attendu à un choix de premier tour en 2027. Par contre, un choix de premier tour, ça demeure un choix de premier tour. Puis, Howie Roseman nous a habitués à réaliser des coups fumants avec ces choix-là.
choix de premier tour et cinquième tour. J'ai trouvé le retour un peu décevant pour A.J. Brown. Par contre, A.J. Brown, euh, j'ai hâte de voir Didier. Je sais pas. Je vais te poser la question. Crois-tu qu'A.J. Brown est sur la pente descendante? Simple, simple comme ça. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En plus, c'est un gros receveur de passe. C'est quoi, pèse 220 livres. Donc, des fois, le déclin peut se faire rapidement. C'est pour les receveurs de passe de son gabarit. Écoute, il va jouer avec Drake May. On a vu la précision de Drake May dans les zones profondes, là. L'année dernière, c'était de toute beauté. On va avoir la réponse à ta question. Mais oui, on dirait tu sais, que l'année dernière, il avait ralenti, mais est-ce que c'était parce qu'il n'était pas motivé, qu'il était frustré par Jalen Hurts et l'attaque de tes Eagles au complet? On s'entend, cette attaque-là, ça allait vraiment pas. On n'était même pas capable de courir avec le ballon, qui était pourtant notre force la saison précédente. Il y avait beaucoup de choses qui clochaient là, du côté de l'attaque des Eagles l'année dernière. Alors, mais c'est une bonne question. On va avoir notre réponse dès septembre parce qu'il joue avec un carrière qui est taillé sur mesure pour lui, là, avec la précision, encore une fois, de Drake May dans les zones profondes. Mais je dois t'avouer que moi aussi, je me pose la question. Est-ce qu'AJ Brown commence pas à être sur la pente descendante? Puis peut-être que c'est une des raisons pour laquelle Harry Roseman l'a échangé finalement. Mais non, mais ça vaut la peine de poser cette question-là, mais j'ai hâte de le voir. Mais possiblement, moi, je crois qu'il va y avoir un regain de vie là, en arrivant à Foxborough. Je m'attends à une grosse saison de la part d'AJ Brown. Je sais pas si tu es au fait avec le travail que fait Matt Harmon, qui est un gars, surtout de fantasy là, aux États-Unis. Et il a créé une affaire qui s'appelle Reception Perception. Puis, en fait, il évalue un peu, euh, en gros, là, il évalue un peu les receveurs de passe. Puis, il dit l'année dernière, oui, A.J. Brown a connu de forts matchs. Là, on s'en souvient, il y a deux, trois matchs notamment. Là, je pense que contre les Bears, je me souviens bien, il a pris les choses en main. Contre les Cowboys, même chose. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que en termes de couverture homme à homme, A.J. Brown a déjà été élite. Il n'est plus élite. C'est un gars qui est un peu sur la pente descendante. Puis je sais rien pour critiquer A.J. Brown, c'est le receveur numéro un de Drake May. C'est quelque chose que les Patriots avaient besoin. Il est de loin supérieur à ce que les Patriots avaient au poste de receveur éloigné la saison dernière. Mais en couverture homme à homme, A.J. Brown avait été moins efficace la saison dernière. Par contre, comme tu viens de le dire, on peut se demander si c'est justement la situation avec les Eagles. Il avait l'air parfois désintéressé, quitte à lire des livres sur les lignes de côté. Ouais. A.J. Brown avec les Eagles. Mais non, mais j'ai écouté Harry Roseman aujourd'hui, puis je suis d'accord. Aujourd'hui, les Eagles sont une moins bonne équipe. Ils sont perdants dans le sens qu'on est une moins bonne équipe sans A.J. Brown. On se base Mais maintenant tu sur penses pas que Devontae c'est Smith. une réponse de politicien de la part d'Harry Roseman de dire ça? Tu sais, qu'on est moins bon Ben, parce je que, pense. écoute, on a essayé, tu sais, avec le repêchage de Mekhi Lemon. Tu sais, quand tu regardes le groupe de receveurs des Eagles, c'est comme si là, on s'attend à ce que tout le monde contribue. Puis on n'aura pas nécessairement à forcer des passes du côté d'A.J. Brown. Parce que A.J. Brown, tu le sais, là, il exigeait qu'on lui lance ce ballon. Il voulait être ciblé. Puis tu sais, ça, des fois, ça peut avoir un mauvais effet sur le carrière. Encore une fois, il y a plusieurs choses qui clochaient là, du côté des Eagles. Kevin Petullo, coordinateur à l'attaque, n'est plus là et tout. Mais tu sais, peut-être que c'est ça, allons-y, que ça va aider Hurts aussi de pas. Peut-être qu'il se sentait obligé de lancer en direction d'A.J. Brown, je sais pas. Je vais juste dire ça. Mais il avait l'air, en tout cas, Howie Roseman avait l'air de dire ça, puis de se dire que ça a été, il n'y avait pas le choix de le faire parce que il y avait quelque chose de brisé dans la chimie de l'équipe, dans la vibe de l'équipe. Je pense que ça, on est conscient, bien que A.J. Brown et Jalen Hurts ont mentionné, A.J. Brown il en a parlé récemment d'ailleurs, là, que c'était pas question de conflit avec Jalen Hurts, c'est juste que il parlait de leur amitié un moment donné, ils étaient super proches, puis ils ont juste drift away. Les chemins se sont séparés naturellement, qui sont devenus moins proches, Comme un mais couple. qu'il n'y avait pas de Comme un conflit. couple. Pardon? Comme un couple. Il y a des couples, lorsqu'ils se divorcent, ils Exact. disent ça. Bah, ben, tu sais, on a Non, grandi mais séparément. C'est ça qu'A.J. t'as Brown a des dit. amis, t'as des amis comme ça dans la vie, que t'es super proche à un moment de ta vie, puis écoute, chacun de notre côté, on a des enfants, les Non, enfants c'est vrai, je fais des grandissent, on a faces, des là, mais ouais. activités. Non, mais moi, j'ai des amis, là, mon ami Dom Robillard, là, qui est rendu avec trois enfants, puis on se voit une fois par année maximum. C'est un gars avec qui j'étais super proche, que j'adore. Puis c'est juste que la vie fait que
nos horaires concordent pas, il y a d'autres choses, on a des priorités qui changent. C'est pas qu'on s'aime pas, c'est juste que la vie a fait en sorte qu'on se voit plus aussi régulièrement. Je pense que c'est un peu ça la relation. C'est une image là, mais c'est un peu ça la relation entre AJ Brown et Jalen Hurts aussi. Mais ce que je voulais en venir avec ça, Mmh. c'est que je pense qu'il y avait quelque chose, il y avait une chimie de brisée, puis je pense qu'on était tannés. Là. Ça faisait 2 ans déjà là, qu'on avait un peu des échos là, de l'insatisfaction de l'un de l'autre. Jalen Hurts n'a pas l'air d'un gars non plus très très, je sais pas, son leadership, c'est drôle, je croyais que c'était un gars qui avait des qualités de leader indéniables au début, mais parfois c'est un gars qui a l'air un peu distant, ou je sais pas ce que tu en penses, là, mais Ouais. c'est pas Bah, un je il est trouve pas très que charismatique. c'est toujours difficile à juger, ça. Tu sais, lorsqu'on questionne le Ah oui, c'est leadership sûr. d'un joueur, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, tu sais, c'est ça. Vu de l'extérieur, tu sais, un joueur, tu sais, qui a l'air calme, passif par moment, tu sais, ça veut pas dire que dans le vestiaire, il fait pas preuve de leadership. Il y a plusieurs façons là, d'être un leader. Tu sais, c'est pas juste en criant, en parlant, en étant joueur au milieu du rassemblement, puis tu sais, avant la rencontre, là. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais, il y a différents types de leadership. Tu peux être un leader par l'exemple. Tu sais, quand tu es toujours le premier gars qui arrive pour les entraînements, le dernier gars à quitter le terrain, les gens le remarquent, ça. De la façon dont tu travailles, de la façon dont tu traites tes coéquipiers aussi. Donc, le leadership, c'est ça. Ça s'exprime de différentes façons. Donc, c'est difficile à dire. Mais clairement, comme tu l'as dit, autant A.J. Brown et Jalen Hurts, les deux ont reconnu que leur amitié n'était plus ce qu'elle était, mais ils se sont souhaités bonne chance. Et puis, ben, on va voir là, lequel sera en mesure d'être productif sans l'autre, là, tu sais. Mais moi, je crois sincèrement, encore une fois, qu'A.J. Brown, lui, arrive vraiment dans une bonne situation. Mais il y a une chose, tu sais, pour répondre à ta question, là, tu sais, est-ce que A.J. Brown sur la pente descendante? Il a un genou amoché, hein? Tu sais, il a un genou qui Mhm. lui donne des problèmes depuis quelques années. Donc, ça vaut la peine de le mentionner. Est-ce que c'est pour ça qu'il semble avoir ralenti? Euh, Peut-être, mais comme je l'ai dit, on va avoir notre réponse dès septembre avec Drake Et May qui va le viser. Mais si on regarde du point de vue rapidement des Patriots, c'est un bon coup. Oui, il Comme faut, je le oui. disais, c'était A.J. Brown est nettement le meilleur receveur de ce groupe-là. En fait, on s'en vient avec un groupe de receveurs assez étoffé de la part des Patriots. On a signé Romeo Dobbs là, sur le marché Mhm. des joueurs autonomes. Maintenant, A.J. Brown, on a vraiment revampé nos deux receveurs éloignés de notre équipe. Carl Williams, qui est Sean Boutte, bon, sont relégués peut-être à des rôles plus de réservistes. Mais Pop Douglas, là, de Mario Douglas aussi, peut-être un peu On a plus de la comme un rôle de profondeur demi-intérim. à la position de Exactement, receveur. Ouais. exactement, c'est Ouais, non, intéressant. non, Faut juste, mais, définitivement. Ouais. faut juste que Drake May livre la marchandise. Hey, en passant, AJ Brown, là, gros fan des Pats, Mhm. ça a l'air, là, depuis la tendre enfance, hein? Je sais pas si t'as vu. Ah oui, non, je savais pas ça. Mais bon. Ouais. Comme par magie, on apprend ça une fois qu'il a été changé aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mais son arrivée, c'est comme si ça fait en sorte que tous les receveurs des Patriots, ben là, ils sont dans la bonne chaise. Parce que là, Oh, avec Martin l'arrivée Saint-Louis, d'A.J. là. Brown, tout le monde descend. Là. Tu sais que je ne regarde pas les points presse du Canadien, donc je ne m'assure pas de Martin Saint-Louis. Mais c'est ça, tu sais, tout le monde arrive dans la bonne chaise, sérieusement. Tu as mentionné les noms. Là, Bouté descend d'une position, mais c'est comme si tout le monde est dans le bon ordre avec l'arrivée d'un vrai receveur numéro un du côté de l'attaque Puis, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'on mise sur Josh McDaniels, qui est un foutu bon coordonnateur offensif en plus. et surtout, on parlait, c'est le thème, là, on parle de fenêtre ouverte, fenêtre fermée avec les Rams, les Browns. Ben, la fenêtre est quand même ouverte du côté des Pats. Oui, on s'est présenté au Super Bowl, mais Drake May est encore sur sur son contrat recru. Je pense qu'on essaie Mhm. d'en profiter pendant qu'il est encore temps, qu'il gagne pas trop cher, Drake May. Donc, je pense que la fenêtre est ouverte. Puis je pense que A.J. Brown, lui aussi, là, je pensais qu'il était plus vieux que ça, Didier, pour être bien honnête, mais il va jouer sur ses 29 ans. Il a 28 ans en ce moment. C'est pas si Ouais. bien. Mais tu sais, on parle de, mettons, la fenêtre de 2 ans du contrat recru de Drake May. Ça va amener AJ Brown à 30 ans. Je pense qu'il y a aussi une question de on aimerait profiter ou essayer de saisir une opportunité des Pats là, pendant que Drake May écoule la troisième année de son contrat recru avec un receveur comme AJ Brown, qui est encore, selon moi, l'un des
peut-être 10 ou 15 meilleurs receveurs de la ligue. Il est peut-être juste plus dans le top 5. Ouais, mais c'est une mode saison mort pour les Patriots parce qu'après le Super Bowl, les besoins des Patriots c'était pas mal évident. On avait besoin d'un receveur numéro un. Là, on en a un. Fallait améliorer la ligne à attaque. On a repêché Caleb Lumou. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va l'envoyer à la position de bloqueur à droite éventuellement? Est-ce qu'on va, afin de remplacer, j'oublie le nom du bloqueur qui est vieillissant là, à droite de la ligne à attaque? Bon, là, il y a toujours Will Campbell du côté gauche. Est-ce que éventuellement on va te déplacer à la position de garde? Mais tu sais, sur papier, au moins, on s'est amélioré. Je pense à la position de receveur au niveau de la ligne attaque. C'était les deux endroits où justement on avait des faiblesses. Tu sais, tu vas parler de l'arrivée de Romeo Dobbs. Donc, je pense dans l'ensemble, c'est une bonne saison morte pour les Patriots. On va voir ce que ça va donner. Mais Will Campbell demeure un point d'interrogation, encore une fois, à la position de bloqueur à gauche. Ben écoute, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu as ajoutées sur cette transaction Hmm, d'A.J. Brown aux pas du Patriots. tout. Oui, J'ai tout alors on dit. va passer Ouais, t'as tout dit? Bon, parfait. Ben écoute, on va passer à notre autre sujet. Alors, ben écoute, je te laisse y aller, là, c'est toi qui... qui va en aller Ben, enchaîner, mais je te écoute, laisse enchaîner. Bon, je vais prendre une gorgée d'eau. il y a Russell Wilson, Didier, et qui a Ouais. signifié qu'il serait sur le point, en fait, de signer un contrat avec le réseau télé CBS. Donc, tout indique que sa carrière va prendre fin. Russell Wilson, tout d'abord, quelle carrière? Et deuxièmement, c'est sûr que là, on peut s'obstiner à savoir si il aura son nom un jour ou sa statue à Canton, selon toi, Russell Wilson. Hmm. Si sa carrière était à l'envers, OK? Tu les déboires qu'il a là, depuis quoi, les 5 dernières saisons, là, ça fait quand même longtemps. C'était passé au début de sa carrière, puis il avait terminé en force. Comme Matthew Stafford est en train de terminer sa carrière en force, Mhm. je pense qu'on ne poserait pas la question. Tu sais, parce que souviens-toi, tu sais, c'est quoi, ces 7, 8 premières années avec les Seahawks ou à peu près, on ne se posait même pas la question afin de savoir si un jour Russell Wilson allait avoir un bus à Canton en Ohio. Mais là, ça a tellement été désastreux depuis qu'il a quitté Seattle. Tu sais, les Broncos de Denver, ça a été une des pires transactions de l'histoire. Lorsqu'on a fait son acquisition, on n'a rien eu en retour. Là. On en arrachait vraiment. Donc, c'est ça. Tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'à cause de ça, Russell Wilson ne va pas se retrouver à Canton en Ohio un jour. Parce que sa Il carrière fait, se termine trop mal. Là, tu sais. il fait partie de ces carrières que c'est comme sur la limite, dans le sens Eli Manning, Philip Rivers, c'est comme moi, je sais pas. Je suis pas convaincu, tu Mais sais. tu Mais vois-tu, oui. c'est la réponse, ça. C'est la réponse. Moi, je pense, pour le temple de la renommée, si tu dois hésiter, ben, ça veut dire que le gars n'a pas sa Ah, place. ouais, Tu sais, c'est pas supposé être fou. pour les meilleurs des meilleurs. Tu sais, c'est supposé être pour les meilleurs des meilleurs. T'es pas supposé hésiter, débattre. Ah oui, non, bah ouais, il a gagné 2 Super Bowls, mais non. Non, il n'est pas supposé d'avoir de mais lorsqu'un joueur est de calibre à être intronisé éventuellement au top de la renommée. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la carrière de Russell Wilson, là, parce que, bon, à CBS, il y a un poste vacant, étant donné que Matt Ryan a quitté pour être président des Falcons d'Atlanta. Mais Russell Wilson, lui, il a dit qu'il va mettre sa carrière sur pause pour le moment. Donc, il n'a pas parlé de retraite. Mhm. Donc, je ne sais pas s'il garde la porte ouverte pour qu'une équipe l'appelle comme on a appelé Philip Rivers, mais écoute, je pense que Russell, je ne suis pas certain qu'une équipe va être si désespérée que ça, parce que sinon, quelqu'un l'aurait mis sous contrat, là. Moi, je me souviens, son entrée dans la ligue, ça avait été fracassant comme une tonne de briques, là. Je me souviens, les Seahawks avaient signé Matt Flynn, je pense, à fort prix. Ouais. Je crois que Ouais, c'était ouais, Matt ouais. Flynn. Puis Ouais, Russell ouais, c'est Wilson Matt l'avait Flynn, battu au camp, ancien des sorti de nulle Packers. part. Exact. Sorti de nulle part, puis par la suite, écoute, en début de carrière, Russell Wilson, tu sais, c'est encore un prototype qu'on voyait pas, un petit carrière avec un bras quand même, il était très précis. Non, Russell Wilson, il a connu, en fait, c'est son passage avec les Seahawks qu'on va retenir, on va se le dire, là. Mais écoute, son passage Ouais, avec les Seahawks, ça a été impressionnant, puis ça s'est conclu là avec une participation, en fait, deux participations au Super Bowl et un titre du Super Bowl, un trophée Vince Lombardi. Donc, ouais, Russell ouais. Wilson, là, Et une surtout son interception dans passage la avec zone les. des buts qu'on aurait dû remettre le Ouais, ballon à Marshawn Lynch. c'est vrai. C'est Naturellement. vrai. On va se rappeler Mais, de Russell Wilson pour ce jeu-là aussi, hein? ouais.
Mais non, ça a été quand même, si sa carrière prend vraiment fin, ben, ça aurait été une grande carrière. Odell Beckham maintenant, Didier est de retour avec les Giants. Les Giants, là, ont mis sous contrat 3 Hmm. receveurs, Beckham, Braxton Berrios et Juju Smith-Schuster. Visiblement, on est inquiet avec notre groupe de receveurs du côté des Giants. Moi, je pense que ça n'augure rien de bon pour Malik Neighbors. On a perdu également les services de Gunnar Olszewski, qui était notre retourneur, mais qui était un receveur de passe aussi. On a perdu les services de Wandel Robinson, le marché du joueur autonome. Bref, il fallait faire le plein, là, puis on est allé au village des valeurs. Ouais, c'est ça, mais est-ce qu'on s'est réellement amélioré, là? Tu sais, il y a ça, là. Parce qu'en plus de ça, il y a Darius Slayton, lui, qui est blessé aux muscles abdominaux présentement, donc il n'est pas en mesure de participer aux entraînements des Giants de New York. Bref, ça va pas bien, la position de receveur de passe du côté des Giants, parce que je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu avais envoyé la vidéo de Malik Neighbors, qui participait à un match de Oui, softball au cours du week-end. oui, Là, t'as vu, il a frappé un roulant ou je sais plus trop, puis là, il courait en direction du premier but. Hey, quand l'entraînement commence en 3 mois, Marc-André, puis il était pas capable de courir. C'est vraiment inquiétant, là, ouais. tu sais. Du côté de Neighbors, on en a parlé la semaine dernière, lors d'épisode de la semaine dernière. Donc, comme tu dis, oui, on est allé au village des valeurs. Il n'y a rien de mal à aller au village des valeurs. Mais, Non. ouais. Est-ce que même Odell va être en mesure de se tailler un poste? Est-ce qu'il va même faire l'équipe? Hey, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué un match dans la NFL. Mais hey, même si c'est de la pub, Didier, moi je trouve que c'est le fun quand même. Ça boucle la Ouais, il boucle. y a de la Si on se cache nostalgie. Ouais. exactement. Tu sais, je veux dire, même si c'est un coup de marketing, je veux dire, Odell Beckham, il a marqué la NFL. On parlait d'arriver comme ça à la scène comme une tonne de briques avec Russell Wilson, c'était la même chose Ah avec oui, lui, Odell ça a Beckham. vraiment Les été deux, ça, là. Ouais, ouais. comme les 2 premières années, c'était tout simplement incroyable. Tu sais, on parle encore de son catch à cette heure, c'est même rendu, c'est un catch à la Beckham, là. Je veux dire, Ouais. il a marqué les Giants, il a marqué la NFL pour ça. Puis même, tu sais, moi non plus, je suis pas convaincu qu'il va faire l'équipe, mais au moins, là, je trouve que c'est une belle attention. Puis je pense que ça fait plaisir des nouvelles comme ça. Ben, pour Odell, Odell Beckham a jamais voulu quitter les Giants. Tu sais, il a jamais voulu quitter les Giants. Lui, s'il avait pu, il aurait joué toute sa carrière dans l'uniforme de New York. Donc, il a toujours souhaité être en mesure de faire un retour avec les Giants. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on l'entendait parler de ça. Là, bon, son vœu devient une réalité, mais je sais pas qu'est-ce qui lui reste dans son réservoir. Mais Odell Beckham, tu sais, on parlait de quoi qu'on va se souvenir du côté de Russell Wilson. Mais Odell Beckham, moi, je vais toujours pas avoir un goût amer, mais les blessures. Tu sais, j'ai l'impression que les blessures, parce que tu Mhm, parles là, de son début de carrière. Tu sais, il est arrivé tout de suite, il était un des meilleurs receveurs de passe à la NFL, mais les blessures l'ont volé, puis nous également, en tant que fans, c'est comme ça, on a été volé d'une brillante carrière. Tu sais, parce que son début de carrière, je pense, les 4-5 premières années, là, même s'il y a plusieurs receveurs depuis qui ont eu des excellents débuts de carrière, comme notamment Justin Jefferson, c'est un des meilleurs débuts de carrière, ou c'est pas le meilleur début de mhm. carrière de toute l'histoire de la NFL là, qu'il avait. Là, malheureusement, des blessures au genou et tout, ça l'a complètement dérouté. Puis c'est dommage parce que même lors du match Super Bowl, souviens-toi, il était un membre des Rams lorsque les Rams ont gagné le Super Bowl. Puis il s'était blessé lors de cette rencontre-là. Il avait déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs. Puis la défense des Bengals était incapable de le couvrir. Il avait connu tout un début de match avant de se blesser. Donc c'est ça, c'est ça que je trouve plate pour lui. On l'avait vu la dernière fois, Odell Beckham, en terminant avec les Dolphins il y a 2 ans, il avait obtenu 9 catchs en 9 matchs seulement. Ouais. Donc, à suivre avec Ça, les Giants. le réservoir était à sec. Donc, je sais pas, 2 ans plus tard, Exact. 3 ans plus tard, est-ce que ça va être mieux? En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Kyler Murray semblerait-il qu'il ait une longueur d'avance sur J.J. McCarthy pour le poste de quart partant des Vikings. Ce Hmm. qui retient l'attention des derniers jours aussi, c'est la relation entre les deux. On a vu des extraits là, circuler sur les médias sociaux à l'effet que, écoute, Kyler Murray dit que tout va bien, on s'entend bien et tout, on travaille dans le même sens, on a une compétition saine, tandis que J.J. McCarthy, on n'avait pas le même discours, disons ça comme ça. Non, non, ça, McCarthy, il dit, ah, ben écoute, c'est une relation professionnelle, il est de son côté de la pièce, moi je suis de l'autre côté de la pièce. Tu sais, on dirait que ça faisait pas son affaire, mais moi j'ai trouvé que
ça reflétait sur le manque de maturité de J.J. McCarthy d'une certaine façon. Mhm. Tu sais, Kyler Murray avait l'air d'un pro. Il avait l'air, tu sais, de carrière professionnelle au podium. Parce qu'à la position carrière, je m'excuse, là, la façon dont tu te comportes au podium, Marc-André, c'est important. Tu es le carrière partant, tu es le visage de la concession. Donc, tu dois te présenter comme le président d'une grosse compagnie, d'un CEO. Kyler Murray avait l'air de ça, alors que J.J. McCarthy, ben, il avait l'air de bouder. Puis ça, on entend des rumeurs là, depuis 2 ans, comme quoi qu'il n'est pas apprécié dans le vestiaire, qu'il a un certain caractère bizarre. Puis on dirait que c'est ça là, qui a fait surface lorsqu'il s'est adressé aux médias. Et sur le terrain, apparemment, c'était même pas proche entre Murray et McCarthy. Murray était nettement supérieur lors du mini-camp des Vikings du Minnesota. Puis sais-tu quoi? McCarthy, là, on dirait qu'il boudait, mais s'il avait mieux joué l'année dernière, on n'aurait jamais Mhm. acquis les services de Kyler Murray. Alors, tu sais, c'est à lui à mieux jouer, tout simplement, là. Exactement. Écoute, moi, je pense que ça peut être surprenant, Kyler Murray, avec des armes comme Justin Jefferson, Joanne Jennings, Jordan Addison à sa petite position. Je sais que tu n'es pas un grand fan de Kyler Murray à ce stade-ci de sa carrière, mais je pense que ça pourrait être intéressant là, du côté des Vikings. J'ai hâte de voir là, comment le camp va se dessiner de ce niveau-là. Si on y va en rafale Ouais, mais maintenant, Olivier, le Marc-André, chasse... si. Oui, Excuse-moi, mais dernière chose, je veux dire, il est entre les mains de Kevin O'Connell. Kevin O'Connell sait comment coacher la position de carrière. Alors, il a une sauf J.J. opportunité, là, c'est une belle McCarthy. opportunité pour Kyler Murray. Pardon, ouais, sauf J.J. McCarthy. Mais c'est ça, mais justement, sérieusement, Marc-André, si Kevin O'Connell, depuis qu'il est entré en chef des Vikings, on l'a vu faire des petits miracles avec des carrières, là. Tu sais, avec, comment il s'appelle? Josh Dobbs, Euh, de- Nick ouais, Josh Mullins, Dobbs, oui. Ben Kirk voilà. Cousins, Tu sais, même. Carson Wentz, même l'année dernière. Tu sais, Ouais. Wentz avait Ouais. été productif, parce qu'oublie pas, malgré le jeu de la chaise musicale auquel on a assisté au Minnesota l'année dernière, on a tout de même fini la saison avec une fiche gagnante. Tu sais, il Mhm. faut pas perdre ça de vue. Alors, si Kevin O'Connell n'est pas capable de développer J.J. McCarthy, moi, je vais pointer du doigt sur J.J. McCarthy. Parce qu'O'Connell nous a démontré qu'il est capable de bien travailler avec les carrières. Puis surtout, si Kyler Murray joue bien sous Kevin O'Connell, ben là, je m'excuse, J.J. McCarthy, ça veut dire que c'est toi le problème. OK. Oui, ça a le mérite d'être clair. C'est son seul, c'est vraiment en ce moment son seul échec sur sa feuille de route à Kevin O'Connell. Fait que c'est peut-être, Ouais. tu sais, des fois, c'est peut-être lui, comme tu Mhm. dis, c'est peut-être JJ le problème. En rafale, maintenant, le chasseur de cartes des Seahawks, Derek Hall, a signé une prolongation de contrat de 3 ans pour 42 millions de dollars. Oui, écoute, Hall avait connu tout un match lors du dernier Super Bowl. Écoute, il était constamment dans le champ arrière. Je pense qu'il avait réussi 2 sacs du quart. Alors, ben, c'est ça, on récompense nos joueurs qui nous ont aidés à gagner le Super Bowl. Alors, tant mieux pour lui. Je pense que les gens l'ont découvert vraiment lors de cette Mhm. rencontre-là. C'est comme si c'est un joueur, un chasseur de cartes qui passe sous le radar. Mais lors du match du Super Bowl, là, écoute, là, il a vraiment connu tout un match. Un autre chasseur de corps maintenant, Nick Herbig et des Steelers de Pittsburgh, lui aussi a signé une prolongation de contrat de 4 ans pour 100 millions de dollars, donc 42 millions garantis. Donc, on s'assure de services là, de chasseurs de corps du côté des Steelers, du côté des Seahawks. C'est comme c'est la mode en ce moment là, dans la NFL. Ouais, chasseurs de cartes qui se font récompenser et qui se font échanger aussi. Parce que, tu sais, Miles Ouais. Garrett est échangé. Trey Hendrickson a été échangé durant la saison morte. Qui d'autre? Il y a un autre. Ben, Max Crosby, on a essayé de l'échanger, mais finalement, la transaction a avorté, donc il est retourné avec les Raiders. Mais c'est ça, tu sais, tu parles de joueurs qui sont parmi les meilleurs chasseurs de cartes de la NFL. Ils changent d'équipe. Ben, du côté des Steelers, ben, on les garde. On a déjà TJ Watt qui empoche beaucoup d'argent. Alors, Herbig, ça a été une belle trouvaille du côté de l'organisation des Sears de Pittsburgh. Imagine-toi, 4 ans, 100 millions, Marc-André. 4 ans, Wow. 100 millions de dollars. Comment ça change ta vie, là? En tout cas, hey, félicitations à Nick Herbig. Vraiment, vraiment. Drake London, lui aussi, fait sauter la banque à Atlanta. Il a signé une prolongation de contrat de 4 Mhm. ans d'une valeur maximale de 150 millions de dollars, dont 100 millions garantis. Imagine 42 millions, mais imagine 100. Comment ça change ta vie. Ouais. Drake London va peut-être trouver le temps long quand même là, cette année.
Ah, écoute, quand il va recevoir le dépôt Ouais, c'est direct, ça. là, ça va être correct. Ça va être correct. Regardez, 100 millions garantis. On vient de parler d'un big avec son 42 millions garantis. 100 millions garantis. Écoute, London, c'est un ancien choix de première ronde. On ne s'était pas trompé au repêchage lorsqu'on l'a sélectionné. Puis lorsqu'il n'était pas en uniforme la saison dernière, il avait raté quelques matchs, si je me souviens bien, en raison de blessure. Est-ce que c'était il y a 2 ans? Ben, on voyait que l'attaque des Falcons n'était pas la même. Là, bon, la question, ça va être de voir qui sera le carrière partant. Est-ce que ça va être Penix ou est-ce que ça va être Tua? Là, apparemment, Tua a fait sensation lors des OTAs, lors du mini-camp des Falcons d'Atlanta, mais Tua, il fait toujours sensation lorsqu'il n'y a pas de contact, lorsqu'il ne se fait pas frapper. Durant les matchs, c'est autre chose. Lorsqu'il sait qu'il va se faire frapper, on connaît son historique de commotion cérébrale. Mais bref, Drake London, qui, avec son contrôleur, ben, il devient un des receveurs de passe les mieux payés de toute la NFL. Personnellement, je trouve ça un peu riche à mon goût, là, comme on dit en anglais, euh, parce que ben, London, pour moi, il n'est pas dans la même catégorie justement que des meilleurs receveurs de la NFL, que ce soit un Jefferson, un Chase, tu sais, une coche en dessous. Mais écoute, on l'a repêché en première ronde, on vient de le récompenser. Alors, lui aussi, je vais dire tant mieux pour lui. Moi, je suis toujours en faveur des joueurs, justement, d'être en mesure d'aller chercher le plus d'argent possible durant leur carrière, mais Drake London, je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu le mets dans la même catégorie là, que les Jamar Chase, Justin Jefferson? Tu parlais d'A.J. Brown tout à l'heure. Tu sais, est-ce que tu le vois dans la même catégorie? Moi, personnellement, non. Mais c'est un excellent joueur de football, mais il est une coche en dessous pour moi. Compléter ce que tu disais, il est le troisième receveur le mieux payé de la Ligue en termes de moyenne annuelle salariale, là, derrière Mhm. JSN, Jackson Smith Njigba et Jamar Chase. Et je le mets personnellement. Pour moi, je le mets avant A.J. Brown, clairement. Plus jeune, plus productif récemment. Mhm. Derrière Jefferson, tu vois à quel point que les carrières, ça change tout parce que Jefferson, on a comme été un peu biaisé là, par sa saison vraiment décevante l'année dernière. Mais je pense que derrière Jefferson, je te Mais dirais. malgré tout, il a atteint les 1000 verges, hein, Jefferson. Il a Mais gagné on 1000 en a verges, parlé, malgré tout. Didier, Là, sur 18 ouais. matchs, 1000 verges, là, c'est rendu un pet. Ah, c'est vrai. Tu sais, 17 matchs, il n'y a pas encore 18 matchs. Mais 17. c'est 17, c'est vrai, c'est vrai. J'anticipe. C'est vrai, c'est quand même plus facile. Ouais. Ouais, mais on l'a vu lorsqu'il jouait avec un bon carrière. C'est un des meilleurs de la NFL. Là. C'est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL. Là. Écoute, rapidement, là, si je veux faire rapidement, là, Smith et Jigba avant, Chase, Amon-Ra St. Brown, Jefferson, euh, pas mal ça. 5, 6? Laisse-moi. Ah, attends, Écoute, si laisse-moi on fait le mettre là, jeu, là. les équipes de la NFL. Bon, les Bills ont certainement pas un receveur meilleur, malgré l'acquisition de DJ Moore. Les Dolphins, ils ont simplement pas de receveur. AJ Brown, les Patriots. Les Jets, Garrett Wilson. Non. Garrett Wilson, Ouais, c'en a un autre qu'on n'a jamais vu jouer avec un bon carrière régulièrement. Là. Puka, j'ai oublié Euh, Puka, c'est des lames. Puka Euh, ouais, ouais. Puka ouais, c'est Puka des lames, Nakua, c'est des définitivement. lames. Après ça Mhm. serait Drake London. Tu regardes après, vite, vite, là, Rashi Rice. Écoute. Non, non, pas Rishi Rice. Ben, quand Pas il est sur le Rishi terrain, il est Rice. productif, Rashi Rice. Mais tu sais, après ça, t'as Malik Ouais, ouais, non, je Neighbors, sais. Ouais. Nico Collins, Ouais. décevant. George Pickens, Ouais, il rate des peut-être matchs, Nico septième. Collins, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en santé, moi, je prends Nico Collins avant Drake London. Mais Ah, pas moi. Nico Collins, c'est ça, là, souvent Mais blessé. Ah non, on peut s'obstiner il est longtemps plus parce qu'on se explosif, je dit, trouve, moi, je Collins. regarde le corps arrière, mais là, tu vas me dire Michael Penix. Mais tu sais, je me dis Nico Collins, la TJ Stroud. Souvent, c'est ça qui vient un peu brouiller les choses, là, en termes de talent. Ouais. Tu sais, on peut parler d'un gars comme Chris Olave aussi, là, Devante Smith. Peut-être McMillan. Là, on Mhm. monte peut-être un peu trop. Ouais. On Hey, j'ai descend peut-être oublié un de te peu. demander ça. Ouais, là, on a rendu peut-être un peu trop loin, il faut remonter, là. Mais j'ai oublié de te demander ça, blague à part, tout à l'heure. Est-ce que tu penses, tu viens de mentionner le nom de Devante Smith. Est-ce que tu penses que Devante Smith, parce que là, il va être le receveur numéro un des Eagles. Est-ce que tu penses qu'il est calibre à être un receveur numéro un, nécessairement? À Écoute, dicter la je vais vous. couverture des défenses adverses. Moi, c'est toujours mon critère pour dire qu'un gars est réellement receveur. Est-ce qu'il dicte la couverture des défenses adverses? Tu sais? Je pense qu'il va être productif parce qu'il l'a été par le passé sans A.J. Brown.
J'ai pas les stats devant moi, là, mais pour des recherches fantasy, je regardais ça. Je pense que Mhm. ces statistiques, ces chiffres sont assez éloquents de quand A.J. Brown n'était pas dans la formation. Mais oui, je pense que c'est pas un prototype de receveur, disons X, là, un receveur numéro un receveur éloigné. Il n'y a pas la charpente d'un A.J. Brown, d'un Drake London, c'est un bon exemple. Mais je pense qu'il peut quand même être productif. J'ai hâte de voir comment l'attaque des Eagles, en fait, va s'agencer avec des plus petits receveurs, là. Mais Kyle Lemon, c'est un gars aussi peut-être un peu moins gros, là, un peu un receveur de possession. Devante Smith, on pensait ça aussi. Mais tu sais, il est quand même dans les rangs universitaires, là, c'était la cible numéro un, puis il s'en est bien sorti. Puis sans Ouais, AJ Brown, écoute, il a gagné je suis quand l'Heisman. même confiant. Mhm. Je suis confiant. Ouais, non, je faisais juste poser la question. Moi, je pense Toi? vraiment que ça va être un effort de groupe avec tous les autres receveurs que tu as mentionnés, ils les rapprocher. Bref, en tout cas, j'étais juste curieux, parce que je vais te poser la question tout à l'heure, puis on s'est mis à parler d'autres choses. Puis là, tu m'as fait penser à ça en mentionnant le nom de Devante Smith. On était rendu, oui, ça n'a pas très bien en Arizona. Bon, on était rendu au moment du podcast où ce qu'on frappe, on fait sur la tête des Cardinals. Non, Josh Sweat serait le prochain gros nom à changer d'adresse. Toujours pas de contrat également pour Jacob Brissett, mais si on revient à Josh Sweat, il y a des rumeurs qu'il l'envoie à Green Bay rejoindre Jonathan Gannon, qui est rendu le coordinateur défensif des Packers, qui était son ancien entraîneur-chef avec les Cards. Oui, et qui était son coordinateur défensif à l'époque avec les Eagles Avec de les Eagles, Philadelphie. ouais. C'est- Ouais, puis c'est la raison pour laquelle, lorsque Sweat est devenu joueur autonome, ben, c'est une des raisons pour laquelle il avait signé avec les Cardinals d'Arizona. Puis, tu sais, il a été très productif l'année dernière, un sommet personnel en termes de sac du corps. Mais il exécute le plan Mars Garrett, Marc-André. Tu te souviens, lors des dernières semaines, on a parlé du fait que Garrett avait jamais rencontré Todd Monken, le nouvel entraîneur-chef des Browns. Il lui avait jamais parlé, il n'avait jamais rencontré le nouveau coordinateur de la défense. Alors clairement, lui, dans sa tête, il était parti de Cleveland. Là, Sweat, c'est la même chose. Il ne s'est pas présenté au OTAs. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il a parlé au téléphone euh, à Mike Lafleur, le nouvel entraîneur-chef. Mais tout indique que lui, il veut être échangé. Donc, tu as parlé de la rumeur qu'il envoie à Green Bay pour sa réunion avec Jonathan Gannon. Mais apparemment, les grands rivaux des Packers, les Bears, seraient également intéressés à ses services. Eux qui misent déjà sur Montez Sweat, là, ils auraient Montez Sweat d'un côté et Josh Sweat de l'autre. Mais c'est ça, les Bears, ils ont besoin criant là, également de chasseurs de quart. Là, parce que je me souviens bien, durant le repêchage, on n'a pas repêché de chasseurs de quart. Alors, c'est ça. En tout cas, moi, je pense que oui, Sweat, ça va être le prochain gros nom à changer d'équipe. Puis pour ce qui est là, du fait que Jacoby Brissett n'a toujours pas un nouveau contrat, Hmm. ben, c'est pour ça les Cardinals, Marc-André, c'est une des risées de la NFL. Tu sais, ils sont dans une dispute contractuelle avec Jacoby Brissett. C'est une organisation qui s'en va pas nulle part. Tu sais, c'est ça, les Cardinals. Tu sais, le fait qu'ils ne sont pas en mesure d'en venir à une entente avec Jacoby Brissett, alors qu'ils ont dit qu'il allait être leur carrière en partant, ça, c'est pas difficile. Là. Tu lui donnes 25 millions de dollars par année, puis il serait bien content. Puis là, c'est ça. Lui, il n'est pas présent au OTAs non plus. Il y a un nouveau système qu'on tente d'implanter du côté de l'attaque des Cardinals, puis le carrière partant n'est pas là. Il y a des équipes qui ne sont pas capables de s'enlever de leur propre chemin. Les Cardinals, c'est une de ces formations-là. Et finalement, est-ce que la carrière de Brandon Ayuk est déjà terminée? Didier, c'est peut-être un peu excessif, mais Brandon Ayuk, il est passé d'un receveur bourré de talent avec un potentiel énorme. Depuis 2 ans, là, ça se gâte. Là. Tu vu, même sur ses médias sociaux, là, en ce moment, il suit seulement sur Instagram 3 personnes. Je pense qu'il est rendu à 4 quand j'ai vérifié tout à l'heure, mais c'était 3 à venir jusqu'à hier. Jaden Daniels, les Commanders, puis sa femme. Donc, il nous laisse Ouais. croire Dans qu'il cet ordre-là. signerait qu'il sera membre des Commanders sous peu, mais quand même. Ouais, pour les gens qui ne savent pas, c'est que Ayuk et Daniels étaient coéquipiers à l'époque à l'Université Arizona State. Alors, ils sont demeurés de très bons amis. Mais on a posé la question à Jaden Daniels. Si il pensait revoir Brandon Ayuk sur un terrain de la NFL, puis il a donné une réponse qui était tout de même assez évasive. Mais une des raisons pour laquelle il y a des gens qui croient que sa carrière est possiblement terminée à Brandon Ayuk, c'est qu'il a subi une blessure à un genou. Il a été opéré, je ne sais pas si tu te souviens de ça,
puis qui s'est jamais présenté à sa remise en forme. Tu sais, je pense que ça fait plus d'un an que les Niners tentent d'entrer en contact avec lui, il ne retourne pas leur appel. Puis là, c'est ça. Puis là, son genou, apparemment qu'il a de l'arthrose dans ce genou-là maintenant. Puis c'est ça. Donc peut-être que sa carrière est déjà terminée, puis il aura juste lui à blâmer, Brandon Ayuk. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Tu sais, écoute, là, je ne suis pas psychologue. Puis bon, on ne va pas donner un diagnostic à distance, surtout quand ben, écoute, on n'a pas étudié en psychologie, mais clairement, ça ne va pas bien là, pour lui. Là, tu sais, sans parler de tout l'argent qu'il a laissé sur la table. Moi, j'ai l'impression qu'on ne va pas le revoir, Brandon Ayuk. Tu sais, surtout avec l'état Hum. de son genou. Puis apparemment, il n'a pas fait sa remise en forme et tout. Puis ça traîne depuis quoi? Depuis un an, 2 ans, cette blessure-là. Regarde, ça augure pas bien. Alors, ça serait vraiment dommage, mais je pense vraiment qu'on se dirige vers ça, vers le fait qu'on ne reverra pas Brandon Ayuk sur un terrain de la NFL. C'est dommage parce qu'il avait quand même eu un beau début de carrière et comme tu vois, on l'a dit, on était rempli de promesses. Mais moi aussi, je trouve que cette histoire-là ou cette saga-là a pris une tournure, là. Euh, on dit même là, qu'il ghost, là, les 49ers, qui répond plus aux appels des 49ers, qui aimerait bien à tout le moins lui parler, savoir ce qu'il en est, puis il répond même plus. Bref, cette histoire-là est en train de prendre une tournure assez inusitée. Et en terminant, Didier, Ouais. tu voulais nous présenter une vidéo, hein? Oui, ben oui, écoute, il y a Mathieu Labbé qui nous a écrit via notre page Facebook et il voulait nous montrer sa man cave. C'est un grand partisan des Vikings du Minnesota. Et puis, je veux dire de quoi, c'est vraiment beau. En tout cas, je ne sais pas si Guillaume peut jouer la vidéo. La voici. Regarde-moi ça, il nous a envoyé ça sur Facebook, comme je le disais. Regarde-moi le sous-sol, là, aux couleurs des Vikings, avec Wow! la photo de John Randall ici, là. Donc, c'est un gars qui est à partir des Vikings depuis un bon bout de temps, là, clairement. Alors, merci Mathieu d'avoir partagé Wow! la vidéo de ton man cave qui est vraiment de toute beauté. La photo de Écoute, Stephen Diggs qui avait marqué le toucher victorieux en éliminatoire, c'est contre les Saints, si je me souviens bien. Hey, il c'est faut vraiment avoir bien. il faut avoir une blonde ou une conjointe ou une femme, soit partisane des Vikings aussi, ou bien compréhensive, puis bien permissive. Ouais, ouais, un des deux. Un des deux. Ben écoute, aux gens qui ont des man caves aux couleurs d'une équipe de la NFL ou peut-être aux couleurs des Alouettes, si vous voulez nous faire parvenir ça via nos Mhm. réseaux sociaux, ben, ça va nous faire plaisir ben, c'est ça, de partager la vidéo au cours des épisodes du podcast. Ben, écoute, Marc-André, dimanche dernier, c'était la marche pour l'Alzheimer au parc Angrignon. J'y ai participé avec ma sœur, avec notre famille. Comme vous le savez, c'est une cause que j'ai à cœur, étant donné que ma mère souffrait de la maladie d'Alzheimer. Et puis, lors des dernières semaines, ben, je vous avais invité soit à participer à la marche ou d'aller sur le site et faire un don. Eh bien, écoute, finalement, ça a été une belle récolte là, pour la Société Alzheimer de Montréal. Pas moins de 82 000 ont été recueillis. On le voit ici à l'écran pour les gens qui regardent l'épisode du podcast via YouTube. Alors, merci si vous avez contribué euh, après m'avoir entendu, après avoir entendu mon invitation afin de faire un don pour la Société Alzheimer de Montréal. Mais sachez que c'est grandement, mais grandement apprécié. Prochain gros événement de la Société Alzheimer, ben, ce sera le tournoi de golf à la mi-août. Alors, on vous invite également à y participer, mais je voulais souligner justement les 82 000 qui ont été amassés par la Société Alzheimer à la suite de la marche. Alors, ben, c'est ça. Alors, pour les gens qui ont fait un don, ben, on vous remercie énormément. Alors, on va passer maintenant aux Alouettes. Comme tu disais tout à l'heure, habituellement, on commence en parlant des Alouettes, mais là, il s'est passé tellement de choses dans la NFL qu'on n'avait pas le choix, là, d'une certaine façon, de commencer avec la NFL. Mais là, ça va commencer pour de vrai, Marc-André. Ben oui, Jeudi soir, c'est jeudi. d'ailleurs une des raisons pour laquelle on enregistre le podcast tard, mardi soir. Les deux, on a travaillé, Guillaume aussi. On est fatigué, mais on est là pour vous. Habituellement, on enregistre le podcast les mercredis matins, mais là, je vais quitter mercredi matin justement pour Hamilton. Toujours un beau Ville du voyage en arrière vice. dans le sud de l'Ontario, Hamilton. Oh, ouais, c'est reconnu pour ça. Reconnu comme étant la Nouvelle-Orléans de, du sud de l'Ontario. Non, non, il n'y a rien à faire à Hamilton. Il n'y a rien. C'est dit de façon très sarcastique, croyez-moi. Parce que je vais pouvoir travailler en paix dans ma chambre d'hôtel. Il n'y a aucune distraction pour moi à Hamilton.
Donc, ça pour dire, ça commence pour de vrai, puis ça va être le premier match de la saison 2026 de la Ligue canadienne, cet affrontement entre les Alouettes et les Tiger Cats. C'est une reprise de la finale de l'Est 2025 de l'année dernière, Didier, où les Alouettes Mhm. l'avaient emporté là, sur un placement de José Maltos Diaz en fin de match. Ouais. On a appris une grosse nouvelle, par exemple, du côté des Alouettes, là, que Stevie Scott va rater la rencontre, Didier. Ouais, écoute, j'ai assisté à l'entraînement des Alouettes aujourd'hui, puis Stevie Scott s'est blessé vers la fin de l'entraînement. On a posé la question à Jason Mars, mais bon, ça venait juste d'arriver, donc Jason Mars n'avait pas vraiment une réponse. Mais là, quelques heures plus tard, ben, on a appris qu'il n'allait pas être de la formation contre les Tiger Cats de Hamilton. C'est sorti sur le rapport des blessures des Alouettes une fois que ça a été publié par la Ligue canadienne de football. Puis ça, c'est gros, oui, comme tu dis, Marc-André, parce que depuis le début du camp d'entraînement, autant Danny Machocha que Jason Mass nous ont dit qu'on voulait s'appuyer plus sur le jeu au sol cette année. OK? Qu'on voulait avoir une attaque équilibrée. Personnellement, à chaque fois qu'ils nous ont dit ça, je me suis dit, ben, c'est quoi, je vais attendre. Je vais devoir le voir pour le croire. Hein? Parce que combien de fois l'année dernière, on en parlait, toi et moi, le fait qu'on ne courait pas suffisamment avec le ballon du côté des Alouettes. En fait, on délaissait le jeu au sol très rapidement. Puis là, une attaque de Jason Mass avec Anthony Calvillo qui va sélectionner les jeux. Est-ce qu'on vraiment on va s'appuyer plus sur le jeu au sol? Personnellement, j'ai de la Moi, misère à croire en ça. Je suis sceptique. Ouais, toi, de ton côté? je m'en allais dire, je te donne pas 5 semaines, puis tu vas nous dire, on va dire ici au podcast, on va se dire, les Alouettes, Marc-André, tu vas me dire ça, là, les Alouettes, Marc-André, ils ont juste couru 8 fois dans la rencontre. C'est beaucoup trop peu. Ouais. 5 semaines. En même temps, c'est ça, on critique toujours ça, mais les Alouettes, quoi, ont participé au match à la Coupe Grey l'année dernière. Ils auraient dû gagner. Si Alexander ne jouait pas sur une jambe, ils auraient probablement gagné le match. Là, il y a 3 ans, on a gagné à Coupe Grey en 2023. C'est que c'est ça, on critique le fait qu'ils ne Je courent dis pas pas que c'est pas la suffisamment bonne avec le chose à ballon, mais faire, au mais bout je du te compte, dis que tu vas me dire, je dis pas que c'est pas la bonne chose à faire du côté des ah, c'est Alouettes, fort ça possible. C'est fonctionne. fort possible. C'est fort possible. Mais Écoute, peut-être dès la tu vas semaine me dire prochaine, je vais cinq te le dire. semaines, tu vas me dire, sur ce ton-là, Marc-André, on a couru 8 fois du côté des Alouettes. Ça, Comme c'est-tu ça. ton imitation de moi, ça? C'est-tu ça? Ouais. C'est mauvais, hein? Ben, c'est drôle, en Ça tout cas. ressemble à moi, mais plus posé et plus grave. Ouais, ouais, c'est ça, genre. Mais c'est ça, donc, la perte de Scott, est-ce que ça va changer ce plan de match-là? Si véritablement on voulait miser plus sur le jeu au sol. Parce que là, ça va être Travis Tice qui va obtenir le départ dans le champ arrière. Tice qui a changé de numéro, si vous n'avez pas vu les matchs préparatoires, il porte maintenant le numéro 5. Mais c'est ça, donc ça vient changer les plans, ça, du côté des Alouettes. En plus de ça, tu apprends ça après la dernière séance d'entraînement avant la rencontre, là, puisque les Alouettes vont voyager mercredi afin de se rendre à Hamilton. Donc, c'est la dernière séance d'entraînement complète. Là, il est blessé aux ischio-jambiers, Sylvie Scott, Marc-André. On a tous obtenu un doctorat en ischio-jambiers l'année dernière lorsqu'on suivait l'état de santé de Davis Alexander. Donc, pendant combien de temps il sera absent, ça reste à voir. Alors, ça vient de bousiller les plans des Alouettes. Écoute, parenthèse, là, ton histoire de numéro, ça m'a fait penser. A.J. Brown, aujourd'hui, on l'a vu avec dans l'uniforme des Patriots. Sais-tu quel numéro il portait? Numéro 1, Le numéro 1, non? numéro de Jalen Hurts. Ouais, ouais. Ah, ben Mm. là, tu vas loin, là, pour faire un lien, là, avec Jalen Hurts. OK, Je on pense qu'il y a parle un des Alouettes. message là-dedans qui veut passer. C'est bon. Peut-être. Non, oui, non. Alexander, oui, Star Mobile, t'en as parlé. Oui, on va parler de la position de Mhm. maraudeur maintenant. Qui succédera à Marc-Antoine Dequoy? Porte à croire que ce sera Nate Beauchemin, du moins pour le premier match. Oui, ben, ça a été une surprise. Lors de l'entraînement de lundi, qui était le premier entraînement des Alouettes de la semaine, Nate Beauchemin s'entraînait avec les partants. Puis, bon, encore une fois, j'ai pas couvert le camp d'entraînement des Alouettes comme je l'ai fait par le passé. J'ai pas été aussi présent, bon, en raison de la semaine de la F1 qui coïncidait avec ben, les succès des Canadiens en éliminatoire. Alors, ça fait en sorte que, tu sais, une dizaine de jours du camp auquel j'ai pas assisté. Mais les entraînements que j'ai vus, c'était Hamlin qui était le maraudeur partant. C'était Hamlin, Arthur Hamlin qui était le maraudeur partant lors du premier match
préparatoire des Alouettes lorsqu'on a fait jouer nos partants. Alors, il semble qu'on fait confiance à Beauchemin. Beauchemin a été un choix de deuxième ronde des Alouettes en 2025. Il avait subi une fracture à un bras. Après quoi, après avoir disputé 6 rencontres l'année dernière, il est revenu vers la fin du calendrier. Il a pu participer aux éliminatoires, même au match de la Coupe Grey. C'est un produit de l'Université Calgary. Qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est un joueur qui joue avec énormément d'intensité, avec agressivité et qui est un bon plaqueur. Il ne rate pas de plaquer. Mais moi, j'ai des questions. Puis on va avoir des réponses dès jeudi soir en termes de couverture, dans les zones profondes. Est-ce qu'il sera en mesure de faire le travail? Ce n'est pas nécessairement le même type d'athlète qui était Marc-Antoine Dequoy. On voyait Marc-Antoine Dequoy lorsque le ballon était dans les airs, il était tellement rapide. Donc, il est en mesure de faire des jeux sur le ballon, de rabattre des passes. C'est ça, j'ai hâte de voir Marc-André jeudi soir. D'autant plus qu'on va affronter les Tiger Cats, un vétéran carrière en Bolivar Mitchell et son groupe de receveurs. Tu peux être certain là, qu'on va cibler le jeune maraudeur des Alouettes, Nate Beauchemin. Là. En tout cas, moi, je suis persuadé de ça. Alors, on va voir, on va surveiller ça. Si Beauchemin sera en mesure de répondre à l'appel, mais c'est un joueur que lorsqu'on lui parle en entrevue, il y a une présence, on ressent son intensité aussi. Aujourd'hui, il avait le sourire. Il était tellement heureux d'avoir l'opportunité d'effectuer son premier départ dans la Ligue canadienne de football. Alors, je lui souhaite, bien sûr, que ça va bien se dérouler pour lui. C'est un mot sur les Tiger Cats, à quoi s'attendre d'eux autres. Est-ce que tu penses que ça va être les concurrents ou les adversaires les plus sérieux là, aux Alouettes? Est-ce qu'ils vont être dans la course pour le premier rang de la division Est? On oublie que ce sont les Ticats qui ont terminé au premier rang de la division S l'année dernière. Hein. Bon, c'est sûr que Davis Alexander avait raté plusieurs matchs et tout, mais quand même, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. La finale de l'Est a été un match serré, tu l'as dit, ça s'était terminé sur le botté de précision de José Maltos Diaz. Puis on en doit une là, aux Alouettes du côté des Tiger Cats. J'ai parlé de ça dans le reportage que j'ai fait aujourd'hui. Euh, les Alouettes se retrouvaient un peu dans la même situation l'année dernière. En fait, c'est Davis Alexander qui disait ça lorsqu'il s'était adressé aux médias. C'est que les Alouettes, en 2024, ils ont perdu la finale de l'Est à domicile contre les Argonauts. Ils sont allés gagner la Coupe Grey la semaine suivante. Puis là, les Alouettes se sont présentés à Hamilton l'année dernière. Ils ont éliminé les Tiger Cats. Bon, heureusement pour eux, ils ont perdu toutefois au match de la Coupe Grey, mais quand même. Alors, les Tiger Cats, ils l'ont sur le cœur, là, cette défaite-là. La foule va être bruyante. La foule à Hamilton, c'est une des bonnes foules de la Ligue canadienne. On a des partisans qui adorent leur équipe. Alors, non, moi, j'ai hâte à jeudi soir. J'ai hâte d'être sur les lignes de côté puis de vivre cette ambiance-là. Ça va être le premier match de la saison de la Ligue canadienne. Il n'y a rien d'autre à faire à Hamilton-Macandré. Donc, les partisans, ils vont se présenter puis ils vont être bruyants. Il n'y a rien d'autre à faire un vendredi soir à Hamilton. Ce n'est pas des farces. Je vais te dire ça, la première fois que je suis allé à Hamilton. Bon, justement, les Alouettes, la rencontre, c'était un vendredi soir, il me semble, ça fait longtemps, là. Mais tu ne crois pas à ça, hein? Euh, les Tim Hortons, il y en a pratiquement à tous les coins de rue à Hamilton. OK? Tim Hortons, il venait de la région, il venait de Hamilton. Les gens, tu sais, qui se faisaient un vendredi soir, ils se tenaient dans le stationnement des Tim Hortons. Tu sais, il y a des rassemblements là, puis le monde, il chill, ils jouent de la musique, puis ils sont là, dans un stationnement de Tim Hortons. Je peux pas passer à une pire façon de passer un vendredi soir. C'est genre un vendredi soir de juillet en plus. Il faisait beau. J'étais comme, wow, c'est ça que les gens font à Hamilton. En tout cas, fait que c'est ça. Ça pour dire Hamilton, ouf, il n'y a pas Sache, grand-chose à faire là. sache qu'il y aura un club de la Comment? LPHF à compter de, sache qu'il y aura un club de la LPHF à compter de la saison prochaine à Hamilton. Oui, j'ai entendu ça. Oui, ben bonne Mhm. chance, tant mieux. Écoute, les filles vont être concentrées sur le hockey. Ben oui, il n'y a pas de distraction, comme je te dis. À Hamilton, Peut-être il n'y un en a mot, vraiment pas. peut-être Pour un mot en n'importe qui nous terminant là. écoute ou qui nous regarde, peut-être, là, excuse-moi de t'interrompre, sur des partisans des Alouettes qui avaient fait le voyage à Hamilton il y a 3 ans pour le match à Coupe Grey, ils savent exactement de quoi je parle. OK, c'est bon. C'est bon. Peut-être un mot en terminant sur la situation des carrières. Ça s'est éclairci là, au cours des derniers jours alors que les Alouettes ont libéré James Morgan et Arnaud Desjardins avant le début de la saison. Évidemment, Anthony Mhm. Brown a donc fait l'équipe, mais pour Arnaud Desjardins, là, Danny Machocha en entrevue disait justement que la rapidité du jeu, c'est peut-être
Puis pour un gars qui a eu comme une semaine de pratique aussi, bref, que tu pensais un peu des libérations de James Morgan? Et James Morgan, ne veut pas, Didier, pas connu un très bon camp non plus. Là. Non, ben, écoute, quand les Alouettes ont ramené James Morgan, une fois que le corps d'entraînement était commencé, je me disais pourquoi. Tu sais, il a eu assez de temps de jeu l'année dernière, il avait même obtenu un départ. Et puis, ben, c'est ça, il nous a démontré que pour lui aussi, ça allait trop vite. Tu sais, dans le cas de James Morgan, Hum, puis on l'a vu contre Ottawa, là, il est victime d'une interception, retourné dans la zone début pour un toucher. Moi, j'avais pas compris pourquoi on le ramenait. Je sais qu'il connaissait le système, mais il a prouvé qu'il était tout simplement pas assez bon, James Morgan. Il y en a eu des chances. Il y en a eu plus qu'une. Tu sais. Puis c'est un gars qui est très, très, très gentil lorsque tu lui parles et tout, mais il était tout simplement pas assez bon. Dans le cas d'Arnaud Desjardins, ben, tu sais, Arnaud Desjardins, il n'a pas été repêché. Hein? Les équipes avaient l'occasion de le repêcher. On ne l'a pas repêché. Les Alouettes lui ont donné une chance. Euh, Puis bon, j'aurais aimé le voir obtenir toutefois plus de temps de jeu à Ottawa vendredi soir dernier. Mais comme Danny l'a dit, bon, ça allait un peu trop vite pour lui. Alors, écoute, il va avoir une belle vie. Il est avocat. Alors, il va retourner au cabinet d'avocat où il avait commencé à travailler. Il avait commencé son stage. Puis, écoute, là, il a connu une très belle carrière universitaire, très belle hum. carrière collégiale avec les Spartiates du Cégep là, du Vieux-Montréal. Là, c'est le début du nouveau chapitre de sa vie. Je ne suis pas inquiet, Arnaud Desjardins, de ce qu'on m'a dit. C'est un jeune homme qui est très intelligent. Puis, il va être correct, Et, Arnaud. Il va être correct. Au moins, il a eu la chance de toucher à son rêve. Tu sais, pour lui, c'était important de Exact. porter l'uniforme des Alouettes, de jouer dans la Ligue canadienne. Puis il a eu l'occasion d'y toucher. Puis je suis sûr, présentement, tu sais, ça doit lui faire quelque chose. C'est sûr qu'il a le cœur gros parce qu'il aime jouer au football. Puis là, c'est la fin de sa carrière. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu sais, il va se rappeler de ça. Il va dire hey, c'est quoi, j'ai porté l'uniforme des Alouettes. J'ai préparé à 2 matchs préparatoires. Il y a combien de joueurs de football qui peuvent dire ça? Tu sais, il n'y en a pas beaucoup, Hum. là. Quand tu arrives au niveau de la Ligue canadienne, tu sais, c'est quand même un niveau de football élevé. Tu sais, il y a combien de jeunes footballeurs canadiens qui sont en mesure de dire hey, j'ai participé à un camp dans la Ligue canadienne? Il n'y en a pas tant que ça. Alors, quand même, c'est un accomplissement de sa part. On va se dire des vraies affaires. Il va probablement faire plus de sous en tant qu'avocat que sur une équipe d'entraînement de la CFL, de la Ligue canadienne. Oui, aussi, aussi. Et également, ben, beaucoup de travail, toutefois, en tant qu'avocat, là. Oui. Ouais, ouais. Mais là, écoute, Didier, ça nous laisse seulement trois quarts sur les Alouettes. Est-ce que tu penses Oui. que décidément, il y a une place encore pour un quatrième quart au sein de la formation? Oui, puis d'ailleurs, Danny Machocha s'est pas caché pour le dire. Une des raisons aussi pour laquelle on a libéré Arnaud Desjardins et James Morgan, c'est qu'on a espoir de mettre sous contrat un carrière qui fait partie de la liste de négociation présentement. Alors, il y a un autre carrière qui éventuellement devrait se joindre aux Alouettes. Danny Machocha nous a dit qu'il travaille là-dessus. Mais ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de libérer Desjardins et Morgan. Alors, on va voir tu sais, Danny Machocha, au début du camp, il avait dit qu'il souhaitait trouver un jeune carrière à développer, comme on a fait avec Davis Alexander. Mais au moins, on a amélioré la position de carrière numéro 2. Ça, je crois sincèrement. Là, ta mère, elle ne va pas avoir mal au cœur, là, comme c'était le cas la saison Ah dernière oui, lorsqu'elle regardait jouer maintenant Claude Bethel Bétard Thompson. Thompson. Elle n'était vraiment pas un Ouais. fan. Je sais qu'elle n'était pas fan de Bethel Thompson. Écoutez, ma maman Chaloux, je vous garantis, Dawson Crum, s'il obtient du temps de jeu, bien sûr, on ne souhaite pas le voir obtenir de départ, mais s'il obtient du temps de jeu, il va mieux faire que Bethel Thompson. Ça, je suis convaincu. Bon, ben Didier, si on rappelle le match des Alouettes, c'est ce jeudi, le match d'ouverture de la Ligue canadienne. C'est le premier match de la Ligue canadienne Oui, de la saison ouais, 2026 de la Ligue. ouais, l'équipe championne de la Coupe Grey, les Rough Riders à Saskatchewan, ont une semaine de congé aujourd'hui. Alors ça, c'est la Ligue canadienne. Je ne sais pas Oui. pourquoi. Il me semble que c'est tellement simple d'utiliser la même formule que la NFL. L'équipe championne de la Coupe Grey dispute le premier match de la saison. Tout le monde peut voir cette équipe-là hisser la bannière de championnat. Il me semble, je ne sais pas. Ça fait des années que je dis ça, puis je comprends pas pourquoi on ne fait pas ça du côté de la Ligue canadienne. Bref, c'est ça. C'est la Ligue canadienne. Alors, jeudi soir, 19h30, le début de la saison 2026 des Alouettes de Montréal. J'ai bien hâte de voir de quelle façon que ça va commencer. Écoute, Marc-André, on a fait le tour.
Les deux, on était fatigués. Hein, on a eu nos longues journées aujourd'hui, mais quand même. Je me suis Je renversé pense de l'eau. que j'espère que. Ah oui, bah c'est ça. Ça, c'est signe. C'est signe qu'il faut qu'on aille se coucher. Là. En plus, moi, je dois aller à Hamilton demain. Écoute, Marc-André, je te remercie pour ta contribution. On remercie bien sûr Guillaume à la technique. Puis pour les gens qui ont regardé l'épisode ou qui l'ont téléchargé, ben, on vous remercie. On vous reparle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.